Bonjour, bienvenue sur le podcast Solo to CEO. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast et en tant qu'Online Business Manager, j'accompagne les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle de leur business pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui les fait kiffer. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Delphine Corti, qui est la CEO, la fondatrice de Coolest Coaching. Bonjour Delphine, comment tu vas? Bonjour, eh bien très bien Aurélia et merci de me recevoir sur ce podcast. Ben, merci à toi et je vais te proposer de commencer cet épisode en te présentant, nous disant qui tu es et ce que tu fais. Alors moi je suis Delphine Corti, j'ai créé l'entreprise Koulos Coaching en 2019 et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des neuroatypiques, c'est-à-dire des personnes qui sont au potentiel intellectuel, hypersensibles. J'accompagne également des gens qui ont des troubles des TDAH, des troubles de l'attention avec hyperactivité, je vais y arriver. Vu que j'en ai un en plus, je devrais arriver à le formuler. Et voilà. Et pourquoi je me suis mis dans cette niche-là, ben, c'est parce que, en fait, je suis HPI, on me l'a évalué quand j'avais 29 ans, j'ai également un TDAH et j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés à m'intégrer socialement à différents niveaux à cause de ça. Et donc, quoi de mieux que de le vivre de l'intérieur pour pouvoir aider les gens à sortir justement et à exploiter leur potentiel. En gros, c'est vraiment l'exploitation du potentiel et les faire monter à haut niveau par rapport à ça. Trop bien. Et avant de fonder ton entreprise, tu étais infirmière, hein. Alors, avant de fonder mon entreprise, j'ai été infirmière pendant presque 17 ans, urgentiste. Donc, j'étais aux urgences à Marseille, parce que je suis de Marseille. Et j'ai Ah, également, on n'est pas loin. Mm. on n'est pas loin, et bien écoute, on pourra aller boire un coup un jour ensemble en vrai. C'est ça. Et j'ai également travaillé 7 ans en tant que réserviste au bataillon des marins-pompiers de Marseille, sur les SMUR. Donc j'étais toujours dans l'urgence, dans tout ce qui me faisait vraiment vibrer, bouger, kiffer. Et puis bon, au bout de 17 ans, j'ai cru en avoir fait le tour. On va dire que le Covid n'a pas aidé sur la prise de décision. Et donc je me suis recyclée dans le coaching en faisant une école de coaching pendant un an. Qui est une école française assez réputée, mais je crois que c'est la plus réputée, hein, qui est implantée sur Marseille et Paris. Et donc, à partir de là, j'ai eu un master pour ma part de coaching. Donc, c'est carrément un master, un diplômant. Ils cherchaient des coachs qui avaient minimum bac plus 2 et eux faisaient leur école et donc délivraient un master. Et à partir de là, je me suis lancée dans cette aventure, voilà, où je me suis dit que c'est dommage de ne pas exploiter des qualités qu'on peut avoir, des potentiels qu'on peut avoir, en restant ben, soit avec un syndrome de l'imposteur, soit en se suradaptant aux autres et en faisant leur vie à eux, mais pas la nôtre. Enfin voilà. Et tout ça, l'un dans l'autre, mais je me suis mis que cette mission et vraiment, on arrive à avoir de très, très beaux résultats sur ces D'accord. personnalités décalées. Depuis 2019, tu accompagnes? Ouais. D'accord. Et ce sont des entrepreneurs ou c'est des particuliers? Je fais les deux, je fais du B2B et du B2C. La plupart du temps, c'est des particuliers, mais il y a certains chefs d'entreprise qui viennent me voir aussi parce que il peut y avoir des couacs, qui peut. En gros, on travaille beaucoup sur les blessures d'une personne qui s'est jamais vraiment intégrée, sachant que, par exemple, un HPI, c'est que 2,5% de la population. Donc, quand tu essayes à tout prix de rentrer dans un moule alors que tu es un rond et que le moule est carré, ça fonctionne pas en fait. Et du coup, c'est des gens qui n'arrivent pas à exploiter leur potentiel à cause de ces blessures, à cause de cette volonté de vouloir s'intégrer en même temps, et ils pourront jamais s'intégrer totalement par rapport à leur profil à eux. Et du coup, l'idée, en fait, c'est de les faire s'accepter eux à 2000%. Une fois que t'es accepté, tu t'es accepté, tu connais ton potentiel et ce dont tu es capable, et là, on atteint les sommets. Donc voilà, c'est vraiment tout un travail de fond. Et oui, je fais ça depuis 2019, fin 2019, donc on peut dire concrètement depuis 2020. D'accord. Depuis 2020, tu as lancé ton entreprise de coaching. Et les HPI, est-ce que c'est la même chose que est-ce qu'ils ont tendance à avoir cette tendance de multipotentiel? Le HPI, alors le HPI, c'est un haut potentiel intellectuel. Moi, la notion de multipotentiel, c'est un peu, c'est grosse polémique, mais Ils arrivent ça pas, veut tu tout vois. dire et ça veut rien dire en Ouais, fait. tu vois, c'est en gros, c'est les gens qui arrivent pas à se nicher parce qu'ils ont envie de faire plein de choses. Ils ont plein d'idées en tête, ils veulent développer plein de projets. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont multipotentiels, ça veut juste dire qu'ils arrivent pas, qu'ils ont peur du manque, peur de passer à côté de quelque chose et qu'ils n'arrivent pas à se fixer sur une idée. Mais en fait, si tu veux, multipotentiel, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Là, on parle vraiment d'un truc. Moi, j'aime bien en fait les trucs qui sont scientifiquement reconnus. Le HPI, ben, t'as pas le choix, c'est un neuropsy qui te fait passer le test.
Et attention, le problème, c'est que moi, j'ai mis plus de 10 ans à l'avouer à mes amis et à ma famille parce que j'avais peur qu'on se moque de moi en me disant t'es pas un génie, etc. Ça n'a rien à voir. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes clients. J'ai connu des gens qui avaient 145 de QI et qui étaient très cons. Ça, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Un potentiel, ça reste un potentiel. Si tu n'en fais rien, ben, c'est comme si je t'offre une Ferrari, que tu mets pas d'essence dedans et elle reste dans ton jardin. C'est une Ferrari qui roule pas. Eh ben, ça sert à rien. Ça te fait pas avancer. Moins qu'une Kangoo qui roule. Donc en fait, si tu veux, l'idée, c'est pas histoire d'être multipotentiel ou pas, c'est histoire déjà de d'établir, parce qu'il y a des gens qui vont te dire j'aime pas rentrer dans des cases. Le HPI, c'est un potentiel intellectuel, c'est-à-dire qu'il peut aller très loin sur le plan intellectuel, et donc c'est ça qu'on va exploiter. Le HPE, c'est encore sous polémique. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? De plus en plus, les psychologues le reconnaissent, mais il n'y a pas de test officiel. C'est le haut potentiel émotionnel. C'est des gens qui sont capables de traduire des émotions de manière vraiment exacerbée par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence émotionnelle développée. D'accord? Comprendre les émotions. L'hypersensible, lui, il y a une reconnaissance scientifique, il y a une structure cérébrale euh, modifiée qu'on peut voir, etc. Je parle de l'hypersensible né comme ça, en fait. Des gens qui ont des hyperacousies, des gens qui ont des sens développés, ça existe. Maintenant, beaucoup de gens font le parallèle et se trompent. Hypersensible et susceptibilité, ça n'a rien à voir. Et beaucoup de gens disent, oui, moi je suis hypersensible, faut rien me dire. Non, ça n'a rien à voir. Tu es juste susceptible, cher ami, mais tu n'es pas hypersensible. Et il peut y avoir également des hypersensibilités traumatiques, c'est-à-dire que j'ai vécu tellement de traumatismes dans ma vie que maintenant j'ai développé une hypersensibilité à plein de choses autour de moi, à plein de stimuli qui peuvent me rendre submergée par rapport à ce que je peux vivre. Voilà, tout ça, ça se détecte. Nous, on fait passer un test qui a été fait par Hélène Aron, qui est un petit peu la maman de cette notion-là d'hypersensibilité, vu que c'est une psychologue américaine qui a fait des recherches sur ça. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les personnalités qu'on accompagne, sachant qu'après, une neuroatypie n'est jamais seule. Donc, tu as beaucoup de c'est dyslexie, dyspraxie, etc., qui sont avec les neuroatypies. Beaucoup de TDAH, de troubles du neurodéveloppement. Donc, ça, c'est carrément psychiatrique, hein, le TDAH. C'est reconnu DSM, tu sais, c'est reconnu par les psychiatres, hein, c'est une maladie, le TDAH, c'est un handicap invisible. Mais il y a beaucoup de TDAH qui sont HPI. Donc, j'ai beaucoup de clients qui ont un TDAH et qui sont HPI. Ça ne veut pas dire que tous les HPI sont TDAH, ça ne veut pas dire que tous les TDAH sont HPI, mais beaucoup le sont. Donc, du coup, D'accord. c'est des notions que je suis obligée d'approfondir pour pouvoir les accompagner au maximum. Et par exemple, quelqu'un qui a juste un trouble 10, il rentre dans la case, on va dire, neuroatypique. Un trouble 10, c'est un trouble du neurodéveloppement. Hmm. Donc, c'est une neuroatypie. D'accord. Ok. Une 10, c'est une neuroatypie. Mais en général, c'est pas seul. Ça arrive rarement seul. Tu as toujours un truc qui est à côté. Et c'est pour ça que souvent, tu as un parallèle qui est fait. Les gens confondent intellect et intelligence. Et j'ai beaucoup de HPI dans mes clients qui sont dyslexiques, donc qui font énormément de fautes, tu vois, des trucs, mais vraiment d'enfants parfois, hein. Et donc, les gens croient que quand tu es HPI, c'est motus. Tu fais jamais de fautes. Tu sais, t'es Macintosh en fait, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Comme je te dis, le Ouais. quotient intellectuel, c'est un potentiel intellectuel. C'est pas pour autant que c'est une intelligence. Donc, c'est vraiment des parallèles qui font souffrir énormément les gens. Moi, j'en ai souffert beaucoup parce qu'on te met dans une case de génie alors que tu ne l'es pas forcément. Tu as ton mode de fonctionnement qui peut être génial, mais si ta zone de génie, tu la rencontres pas, bah, tu peux pas l'exploiter et donc tu es bah, comme tout le monde en fait. Ouais. Ouais. Très intéressant, cette approche. J'aime beaucoup. Ça doit pas être facile. Et après, le fait que toi-même, bah, tu aies connu, on va dire, ces problématiques-là au quotidien, bah, tu es plus à même, du coup, de pouvoir accompagner ces personnes-là qui sont neuroatypiques. Et, c'est quoi, comment, donc tu es pas toute seule, je suppose, pour les accompagner. Tu nous diras un peu après bah, l'équipe que tu as mis en place pour développer ton entreprise. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est un programme de coaching de groupe? Ou est-ce que tu fais du one-on-one, par exemple? Alors ça mélange les deux, c'est hybride. On fait du collectif, du one-to-one, et on fait également, il y a également une plateforme en ligne, tu sais, avec des cours, des tutos. Ouais. Parce que moi, je pars du principe, et notamment chez les mecs qui sont, tu sais, qui réfléchissent tout le temps, qui veulent comprendre les choses, qu'il faut, en fait, pour bien apprendre quelque chose, il faut le comprendre, il faut en prendre conscience, et derrière, on peut travailler. Et faire le bisou magique, genre, je te fais un bisou magique d'énergie et ça ira mieux dans ta vie, ça ne marche pas sur la durée.
Alors que comprendre, étudier et comprendre le mode de fonctionnement cérébral de quelqu'un, mais que lui le comprenne, tu sais, en favorisant l'autonomie de la compréhension, ben Mm. ça va durer en fait. Ça va durer. Et même j'ai eu des retours de clients qui me disaient, tu veux pas m'interviewer maintenant? Là, ça fait 6 mois que j'ai fini le programme, c'est pour dire que ça fonctionne encore. J'ai dit, mais c'est normal que ça fonctionne. Tu ne peux pas désapprendre quelque chose que tu as appris. C'est évident, en fait. Tu t'as appris à conduire, tu peux pas d'un coup désapprendre la conduite parce que tu n'as plus le prof à côté. C'est un peu ça. Et donc, c'est ce que je leur dis, c'est le plus beau voyage que tu peux te payer, c'est ton voyage intérieur. Carrément. Et tes clients, ils viennent avec quel objectif en tête? Alors, souvent, ça tourne autour de la même chose, confiance en soi, découverte de soi, affirmation de soi. Il y en avait un qui avait eu cette jolie phrase et qui me dit toute ma vie, en fait, je suis en train de vivre la vie qu'on a rêvée pour moi. Tu sais, les conseils bienveillants de l'entourage, c'est des conseils bienveillants, mais qui peuvent être très torturants quand quelqu'un est un carré et que l'entourage est en haut. Donc, en gros, tu épouses une vie, mais qui n'est pas celle à laquelle tu aspires. Et en général, ils arrivent aux alentours de 30 ans. J'ai eu même 70 ans en coaching, mais ils arrivent en me disant, je suis en train de me retourner sur moi et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Dire, je sais que je peux aller là. Alors, je sais pas s'il y aura la vidéo, mais moi, je sais que je peux atteindre des sommets. Et au final, j'ose pas parce que on m'a toujours rabroué, parce qu'on n'a jamais exploité mon potentiel. Et donc, il y a même des gens qui me disent, j'ai mes potes de promo qui sont maintenant cadres dirigeants, et moi, je suis toujours au bas de l'échelle, alors que je sais mieux qu'eux. Mais j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas. C'est toujours ce syndrome de l'imposteur, le fait de si je me mets en avant, on va me dire que je suis un bizarre, etc. Et donc, en fait, on va vraiment les réconcilier avec eux-mêmes, exploiter leur potentiel et stopper la suradaptation, la suradaptabilité qu'ils peuvent développer. C'est des caméléons, les hauts potentiels. Ils sont partout, mais on les voit pas. Ouais. Ah ouais, je vois complètement ouais, ça résonne, ce que tu dis. Et est-ce que tu peux nous partager ta vision? Quelle est ta vision pour toi et pour ton business? Alors, là, à la base, moi, j'avais appelé mon business, en fait, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Existons sans réserve. Ça veut dire on arrête d'être sur la réserve, on existe pleinement. Et je l'ai appelé le coin des personnalités décalées. Et vraiment, ça m'est venu à la tête parce que toute ma problématique, alors forcément, il faut que ce soit un truc que tu vibres toi pour pouvoir que les autres s'identifient. Toute ma problématique de toute ma vie, c'était ah, t'es décalé, t'es à part, t'es différente, t'es un extraterrestre, hein, t'es enfin, tout ce que tu veux. Donc je me suis dit, ben, en fait, je vais faire un coin qui va s'appeler le coin des personnalités décalées, où finalement ces gens qui se sentent totalement en décalage vont enfin rencontrer les bons humains qu'ils méritent dans leur communauté. Enfin, c'est comme si, ouais, c'est comme si tu étais lâché au milieu d'un endroit où on ne te comprend pas. Je veux pas que ce soit communautaire, attention. C'est ouvert à tout le monde, on va pas vérifier qui est HPI, qui l'est pas. À partir du moment où tu es ouvert et que tu t'identifies à ce profil-là, viens, c'est OK, on n'est pas des, j'appelle ça, on n'est pas des nazis HPI. C'est-à-dire que j'ai vu des groupes où les mecs te demandaient la veille à l'entrée du groupe. Dire déjà qui tu es pour demander un diagnostic ou c'est pas un diagnostic, c'est une évaluation, attention. C'est pas un diagnostic, c'est pas une maladie. Mais qui tu es pour demander un compte rendu paramédical, personne et des mecs demandaient ça, sinon ils te faisaient pas rentrer dans leur groupe. Et je trouvais que c'était un petit peu ouais sectaire Ouais. pour le coup. Donc, ma vision déjà, c'est que ce soit accessible plus ou moins à tout le monde. Alors après, les programmes de coaching, on le sait, c'est des programmes quand même qui sont intenses, donc ça peut pas être accessible non plus aux tout venants. Il faut que les gens soient investis en eux et qu'ils osent investir sur eux surtout. Et ça, ben, malheureusement, quand toute ta vie t'as cru que dans toute ta vie, tu as cru que tu étais un monstre, quelqu'un à part, un extraterrestre, la première chose à travailler, c'est l'investissement sur soi. Parce que tu penses pas mériter ce qu'on te propose. Et la vision sur du long terme, c'est que Couleuse Coaching est de plus en plus d'offres différentes, mais toujours pour les mêmes personnes, que ce soit sur la performance, que ce soit sur le business, etc. C'est-à-dire que j'ai remarqué un truc incroyable, c'est sur les 200 personnes, 250 personnes que j'ai dû accompagner, on va dire un bon gros 50% faisait une reconversion pro à l'issue de l'accompagnement. Et donc, je me suis dit, mais Delphine, il faut que tu continues derrière de créer un truc pour ces gens-là, pour s'affirmer, pour créer. Ça serait pas, tu sais, du business en ligne ni rien, ça serait vraiment, même si tu es salarié, que tu as osé demander ta promotion, comment tu te comportes derrière, comment tu vas encore plus arriver à exploiter ton potentiel et montrer le beau potentiel que tu as aux autres sans être dans la vanité, mais être vraiment dans la justesse. Et du coup, ben voilà, l'idée, ça serait à terme, d'ici un an ou deux, de créer ce genre d'accompagnement en plus du premier pour dire, ben voilà, maintenant que tu es arrivé là, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant que tu sais que tu Mm. as sous ça, qu'est-ce qu'on en fait? Trop bien. Et est-ce que tu veux nous partager tes intentions, tes désirs pour fin 2025? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir?
Alors, l'année dernière, on visait 100 vies changées. On a atteint 130, je crois. Donc déjà, cette année, si on peut en changer 200, ça sera bien. Faire évoluer 200 vies. Faire de plus en plus de séminaires, de rencontres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de projets, mais ça tourne toujours autour de la même chose. C'est en fait faire évoluer le programme, améliorer sa délivrabilité, c'est-à-dire ben, toucher de plus en plus de monde, mais en étant toujours optimal et efficient. Et d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien ben, créer ce programme que j'ai appelé Perfo. Il est tout couché déjà, hein, enfin, mon cerveau étant tout le temps en activité, il est déjà tout couché sur un papier. J'ai un cahier où le programme est plein, tu sais, semaine par semaine, mois par mois. Mais voilà, faut le mettre en place. Et là, pour le moment, je veux finir de structurer. Si je reviens côté business hein, et plus sur la vision entreprise, je veux finir de structurer les gros piliers de mon business pour pouvoir après m'adonner à la création d'un nouveau programme. Yes. Et ce programme Perfo, c'est ce que tu disais, c'est pour les personnes qui ont atteint un objectif, qui ont envisagé une reconversion professionnelle ou une promotion. C'est pour la suite, en fait. Exactement. Là, on Un serait peu plus un sur de niveau la 2. performance. Exactement. En fait, un niveau 2, mais pas sur le dev perso. Ça serait vraiment du mindset de la performance et de l'équilibre vie D'accord. perso, vie pro. Donc, bien sûr qu'il y a toujours du développement personnel dans le mindset, on est OK. Ça, c'est évident parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Le coaching de performance étant un coaching aussi très efficace mais ça serait plus sur ça, du coaching de performance pro en alliant vie pro, vie perso, trouver l'harmonie, comment vivre dans l'abondance. Et j'utilise pas le terme abondance en mode ouh, on va vivre dans la richesse. Non, oui, parce qu'il y a des trucs très perchés en coaching, tu le sais, On est Aurélien. Il y a d'accord. des trucs qui sont vraiment, non, c'est pas, c'est vraiment, on va être terre à terre. Qu'est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu sors, comment vivre dans l'abondance, comment pas te cramer de suite, comment gérer ton énergie, comment être pas dans l'hyperactivité de l'excitation du début. Enfin, vraiment l'harmonisation vie pro, vie perso, et ça s'appellera Perfo. Trop bien. Et donc, tu as lancé ton business en 2019, enfin début 2020. À quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solo, indépendante, je fais tout toute seule, à je commence à déléguer et à m'entourer d'une équipe? Est-ce que tu te rappelles des signes déclencheurs qu'il y a eu? Alors, il y a eu plusieurs signes déclencheurs. Déjà, moi, comme je t'ai dit, j'étais infirmière. C'était un plus parce que j'ai pas sauté dans le business, tu sais, sans parachute. Ce que je faisais, c'est que je me disais, je vais faire deux, trois gardes des vacations quand j'ai quitté les urgences dans des cliniques et travailler mon business ensuite. Le déclic, déjà, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, tous les formateurs que j'ai eu m'ont appelé le bulldozer parce que je fonce. Et j'ai pas trop de patience. Donc, au bout d'un mois que je distribuais mes cartes à droite, à gauche, c'est les cartes de visite, je dis, Delphine, c'est fatigant. Je dis, je vais prendre une formation pour faire du business en ligne. Donc, je commence à rentrer de l'argent grâce au business en ligne en me disant, mais en fait, les clients, je peux les toucher partout. OK? Je dis, super, je vais prendre la formation stade au-dessus pour vraiment structurer un truc et aller encore plus loin. Sur ce, je me pète la cheville. Mais vraiment, hein, genre au CrossFit, rupture totale du ligament, etc. Je me dis, bon, mais je peux plus faire de vacation infirmière. C'est possible parce que je peux plus marcher. Qu'est-ce que tu fais? Ben, Delphine, tu as mis toutes tes billes dans un accompagnement à fond dans le business. En, je crois, j'ai sextuplé mon chiffre d'affaires la première année en me mettant à fond dedans. Du coup, ben, comme je l'ai sextuplé et que je commençais à avoir de plus en plus de clients, la première chose qu'il fallait que je fasse, c'était de déléguer la partie setting, qui me prenait énormément de temps. Donc, en premier, j'ai commencé à chercher des setters. D'accord. Une fois que j'ai délégué la partie setting, la deuxième chose à déléguer, c'était la partie closing, qui me prenait énormément de temps. Donc, j'ai commencé à chercher des closers. Et ainsi de suite. Et quand j'ai vu que le coaching commençait à me prendre énormément de temps, j'ai commencé à recruter des coachs. Dans ma vision, je recrute pas des coachs qui font exactement la même chose que moi. Je recrute des coachs qui ont des cordes à leur arc. Là, par exemple, en ce moment, je travaille avec une hypnothérapeute. Pour la petite histoire, c'est une cliente qui est passée par mon programme, qui travaillait au ministère de l'Urbanisme. Je crois rien à voir, tu vois. Et en fait, elle était en bore-out, elle se faisait chier comme un rat mort parce que le cerveau qui était là et là, on va dire que la stimulation était très basse. Euh, Elle a fait le programme. Elle a fait son stage en hypnose, enfin, elle a fait sa formation d'hypnose. Sur ce, moi, je le savais. Je lui ai dit, mais si tu veux, il y a une place pour toi, parce qu'elle a même fait un stage chez moi et tout. Et elle fait maintenant de l'hypnose. Et là, elle fait carrément une formation de coaching, donc encore mieux. Et donc voilà, c'est une des jolies histoires, tu vois, que tu peux vivre et que tu peux vivre avec tes clients, donc c'est super beau.
Et là, j'ai une autre coach qui fait également de la libération émotionnelle, déblocage émotionnel, donc qui est thérapeute. Donc voilà, je prends toujours des coachs qui ont un truc en plus que ce que j'ai, que moi je n'ai pas ou un truc différent pour qu'on puisse proposer vraiment un panel d'accompagnement aux clients assez varié et assez efficace. Tu vois que ça reste pas cantonné qu'à une seule façon de faire. Trop bien. Et c'est quoi les principaux éléments que tu recherches justement chez tes collaborateurs? Alors, ouverture d'esprit, euh, capacité alors, moi, dans ma tête, je vais très, très vite. Parce que déjà, comme je t'ai dit, un HPI, TDAH, et je peux avoir une idée la veille et dire dans la semaine, bon, les gars, on met ça en place. Soyons fous, on met ça en place. Bon, j'ai quand même des managers aussi, hein, je demande maintenant, j'arrive à me faire ralentir parce que sinon ça peut aller très, très, très vite, tu vois. Mais l'adaptabilité, c'est la base. L'adaptabilité, c'est la base, ne pas être réfractaire au changement. Je cherche également la loyauté et l'entièreté, l'authenticité, c'est-à-dire que si tu as un problème, dis-le moi, parce que je ne peux pas le voir à travers une vidéo, je ne peux pas le deviner, et il faut pas que tu accumules des frustrations, sinon ben, ça ne pourra pas construire une entreprise solide. Euh, Qu'elle voit plus la mission et la viabilité que l'argent, d'accord? Parce que même attention, hein, je suis pas une esclavagiste, je rémunère les gens qui travaillent avec moi, mais voilà, qu'elles aient la notion que la collaboration, c'est le service de l'entreprise Koulos Coaching et de l'enseigne Koulos Coaching, et que du coup, la vision doit être forcément commune, parce que sinon, ben, on n'arrivera pas à construire quelque chose. Mais vraiment, ouais, c'est l'adaptabilité, loyauté, efficacité, authenticité. Trop bien. Et comment tu les as trouvés quand tu as commencé à recruter des setters, puis des closers? Donc tu m'as dit, parmi les coachs que tu as aujourd'hui, il y en a une qui était une cliente à toi, mais pour le reste de l'équipe, comment tu t'y es pris? Alors, la première setteuse, enfin, bon, je vais pas te faire toutes les setters parce que les setters, c'est très, très, très dur à recruter. Il faut que la personne soit qualifiée et efficace, très compliqué. Finalement, un jour, je balance, tu sais, chose qu'on m'a dit, il faut surtout pas le faire, mais je l'ai fait. Parce que parfois, tu sais, au milieu des bouses, tu trouves une fleur qui pousse. Et en fait, je dis ça parce qu'on m'avait dit, surtout ne va pas sur les groupes où il y a marqué, tu sais, les groupes où il y a 300 000 abonnés, où il y a marqué 7 heures, 7 heures closing, tu sais, tu balances une annonce et t'as vraiment de tout. Et t'as tout, t'as le tout venant, tu sais. C'est Donc, j'ai ça. fait. Alors, je te dis pas, le recrutement a été assez fun, mais j'ai trouvé des pépites. Je me suis plantée aussi, attention, hein, j'ai pas trouvé la pépite du premier coup. Je me suis plantée, des gens qui étaient, qui allaient moins vite que ce que je voulais, ou qui, voilà, qui étaient pas sur l'hyper croissance. Donc je me suis plantée. Finalement, j'ai eu la pépite. Pareil chez les closers. Closers, ça a été très difficile. Là, on vient de recruter quelqu'un. Une de mes closeuses avec qui c'était ma pépite, mais malheureusement, elle travaillait avec chez un autre infopreneur qui à l'époque, pouvait mieux la payer que moi, et je la comprends, j'aurais fait la même chose, donc forcément. Mais ben, maintenant, c'est devenu mon head of sales. Je l'ai récupéré, donc, parce que c'est une histoire d'amitié après qui est née aussi, donc voilà. Mais non, sur des sites, tu sais, sur des sites, après le bouche à oreille, la deuxième coach, j'avais une coach qui était une ancienne cliente et elle qui était déjà coach pour le coup, donc c'était sous l'entreprise qu'elle avait pris mon coaching, parce qu'il y a certains coachs qui ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes pour arriver à coacher derrière, donc on l'avait fait dans ce cas-là. Et après, elle a voulu retourner, c'était une ancienne infirmière aussi, elle a voulu retourner sur le côté infirmier. Donc, c'est elle qui m'a conseillé de prendre la nouvelle coach que j'ai actuellement. Donc, on a fait passer des entretiens et puis voilà. Donc, tu as du bouche à oreille, tu as des sites, tu as. En général, je fais assez confiance à l'univers pour ça, en fait. Quand tu as besoin de quelqu'un, il arrive. Ouais. Et donc aujourd'hui, donc pour résumer, t'as combien de personnes en tout dans ton équipe? Alors, on va compter ensemble. Non, mais déjà, il y a moi. J'ai une setteuse, une deuxième setteuse parce qu'on commence à aller sur le réseau Instagram. Instagram page. Avant, on s'était que sur le groupe Facebook. J'ai une créatrice de contenu qui s'occupe de tous mes posts, création de contenu, montage vidéo. J'ai le manager des setters. Ensuite, j'ai un closer, manager closing et deux coachs. On est neuf D'accord. Ok. Et t'as pas d'assistante? T'as pas d'assistante virtuelle, comme on dit, de bras droit? Pas encore en tout cas. qui servira à quoi dans tout ce que j'ai Bah, construit. tout ce qui est justement pour t'épauler, pour gérer ces équipes et pour gérer l'opérationnel, le quotidien. Mais les managers s'en occupent. D'accord. Ok. Les managers Ça font les développe. réunions avec les closers par département. En fait, c'est vraiment scindé par département. Nous, on fait une réunion par semaine le lundi, toute l'équipe. On fait des brainstorms, on se donne nos idées, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On se fait une réunion par semaine.
Ensuite, moi, j'ai une réunion par semaine avec mes managers qui me Mhm. font remonter ce qu'on a mis en place, ce qu'on n'a pas mis en place. Ça m'a vraiment allégé, parce qu'avant, moi, je prenais toutes les réunions par département. Donc là, c'est les managers qui s'en occupent. Ils me font remonter. Les managers, eux aussi, visent la performance, parce que forcément, tu sais, c'est un manager, c'est à la com aussi. Donc voilà, après, c'est ça, on vise la performance et après, on réadapte. Donc vraiment, depuis que j'ai les managers, c'est vraiment allégé niveau logistique. Mhm. Et après, tout ce qui est facturation et tout, c'est celle qui s'occupe de la création de contenu, qui s'occupe également de tout ce qui est D'accord. Ok. facturation, faire les contrats, logistique contrat, etc. Elle le fait aussi. Donc, D'accord. voilà. Hmm. Ok, Pour le trop moment, on bien. s'en sort comme ça. Si après, on le fait par palier, et si après on a besoin, on recrutera, hein. De toute façon, c'est ce qu'on compte faire. C'est ce qu'on compte faire. Là, le prochain projet à court terme, parce que tu me le demandais, je viens de le... C'est de changer le mode de délivrabilité du programme. Mhm. C'est-à-dire qu'on veut faire plus de collectifs, mais en forme conférence, meeting à thème, et faire du one-to-one, mais à la demande. Tu vois, pas avec des trucs déjà préétablis sur telle période, etc. Donc, on veut franchement changer le mode de délivrabilité, ce qui va nous permettre en fait d'optimiser notre temps de travail et vraiment euh, de cibler des problématiques communes que l'on peut voir sur chaque client. Tu vois, au lieu de répéter tout le temps la même chose, en fait, vraiment de faire des sessions à thème, des permanences à thème, en fait. Trop bien. Ok. Et pour tout ce qui est gestion des projets, justement, de tous ces beaux projets que tu es en train de mettre en place, ou même de restructurer le programme existant, etc., comment tu le gères justement avec tes équipes, avec tes responsables de pôle? Alors, exactement. Hier, j'avais la réunion avec les coachs. Donc, on a parlé de la délivrabilité et comment on pouvait commencer à le mettre en place, parce qu'on a de plus en plus de one-to-one et c'est vraiment chronophage. Et au final, on sait qu'on aura d'aussi beaux résultats avec du collectif ciblé et du one-to-one, mais à la demande, tu sais, au besoin. Mhm. D'accord? Du coup, avec la coach hier, on a établi le plan qu'on compte mettre en place à partir de mars. On se donne un mois en février parce que les tarifs vont augmenter, donc voilà. Lundi, j'en parle à la réunion d'équipe, j'établis ça, je regarde s'ils sont d'accord, s'ils ont d'autres idées. Alors vraiment, les brainstorms, je suis très ouverte au... C'est important que je ne sois pas avec des suiveurs, mais avec des meneurs. Ce qu'on appelle les A-players dans le milieu, d'accord? Je veux pas de remplaçants sur le banc de touche, je veux des A-players. Et du coup, on le soumet lundi. Je vois avec les départements vente ce qui peut être mis en place par rapport à, tu sais, le teasing, attention, les prix vont augmenter, etc. En fait, on le fait vraiment comme ça, et puis voilà. Mhm. Trop bien. Mais je prends jamais de décision sans en parler à toute l'équipe. J'ai Ah, jamais fait un truc seul, sauf une décision d'urgence. Mais sinon, non, à chaque fois, c'est OK, j'ai une idée, les gars, vous en pensez quoi? Et des fois, l'idée, elle est gardée, des fois, elle est mise de côté parce que trop tôt, ou des fois, elle est jetée à la poubelle parce que pourri. yes. Ok. Et pour gérer tes projets, est-ce que vous utilisez, par exemple, vous avez un board sur un Notion, sur un Asana, sur un Trello pour voir où est-ce qu'on en est dans le projet, au niveau des Totalement. deadlines, etc. Voilà, comment tu t'organises par rapport à ça. Alors, pour le suivi prospect, pour le moment, c'est Trello. J'ai rendez-vous cet après-midi après toi avec Erika de Pipedrive. Je me suis abonnée à Pipedrive pour tout centraliser sur Pipedrive parce qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de monde, plusieurs réseaux sociaux, donc on veut tout centraliser sur Pipedrive. Donc j'attends. Non, je ne fais pas la promo de Pipedrive dans le podcast. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc j'attends le rendez-vous. Mais voilà, on va tout centraliser pour gagner du temps. Mais sinon, pour le moment, c'est Trello. Et on travaille avec le Drive, avec des suivis de tableaux et ouais, des choses à suivre pour savoir, en fait, tiens, là, en fait, moi, personnellement, tous les 15 jours, je fais mes maths. Alors, faire Mm. mes maths, c'est regarder ma pub, les prospects qui rentrent, combien la pub me coûte par clic, c'est par client, par prospect, etc. Combien ça me revient, si c'est rentable, pas rentable. Voir les performances des setters, parce que ça commence par le setting pour voir après derrière les taux d'ouverture. Et en fait, je fais vraiment des maths. À chaque département, tu sais, on sait combien ça rentre. Ah, s'il y a un problème là, ça vient de la pub. Donc, c'est la pub qu'il faut revoir. Là, s'il n'y a pas de problème là, on regarde le département setting. Ah, tiens, taux d'ouverture qui diminue, ça vient du setting. Qu'est-ce qui se passe dans la trame, etc. Si c'est pas le problème là, ah, taux de booking qui diminue, ça vient peut-être des postes, etc. Et en fur et à mesure, on avance comme ça et on voit quel département doit porter un focus. De toute façon, il y a toujours un truc à focuser. J'invente des Ouais. mots, mais il y a toujours un truc à focuser toutes les semaines de toute façon. Donc, Yes. voilà. Donc toi, tu as une double stratégie au niveau de l'acquisition. C'est à la fois la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et à la fois les ads. Alors, moi, en fait, ma stratégie d'acquisition pour le moment, c'est, si tu veux, j'ai la pub. Donc, là, je mets à peu près 1 500 € par mois de pub.
Facebook, ads Facebook, hein, pas Google. C'est ads Facebook. Dans Facebook, en fait, ils font juste de la pub pour mon groupe, pour dire, voilà, il existe cette communauté. Quand ils arrivent dans le groupe, moi, dans mon groupe, il y a quand même du contenu gratuit. Tu vois, tous les lundis midi, je fais les lundis décalés qui parlent d'un thème, du thème abordé la semaine d'avant. Donc, on parle de comment on s'en décalage, on parle de trucs par rapport aux neuroatypiques et leur mode de fonctionnement. Quand les gens arrivent dans le groupe, ils sont accueillis par mes setters. Et après, s'il y en a qui veulent aller plus loin, on les met au booking pour qu'ils puissent rencontrer un des conseillers, donc un closer, mais qui est un conseiller coach. Faut pas se leurrer, un closer, c'est pas un vendeur, c'est un conseiller avant tout. Je les appelle les conseillers en prise de décision. Hmm. Très Donc, bien. Bien c'est intéressant. carrément du coaching en prise de décision, faut dire ce qui est. Et donc, une fois qu'ils ont vu les closers, ben après, on peut commencer le programme. Par contre, moi, ma condition, c'est vraiment, je veux pas vendre pour vendre. J'ai beaucoup d'éthique. Ça m'est même déjà arrivé de rembourser des gens parce qu'ils n'étaient pas adaptés, que c'était un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, ça, je briefe vraiment mes closers. On peut aider énormément de gens, vu qu'on est infirmier aussi. Hein, on a cette notion-là d'accompagnement qu'on nous enlèvera jamais. Ma coach principale est une ancienne puéricultrice. Donc, tu vois, on est toujours dans le médical, paramédical. Mais c'est hors de question qu'on vende pour vendre. Mais voilà, pour le moment, le système d'acquisition, c'est Facebook. Maintenant, on a Instagram qui commence à augmenter aussi, parce que ben, ma créatrice est top. Et là, on va ben, avec la formation Fast and Slow, je ne me rappelle même pas comment elle Ouais. s'appelle en Ça, France. c'est c'est ça. On va commencer à faire d'autres systèmes d'acquisition via VSL, etc., pour automatiser tout ça. Ok, super. Est-ce que tu as mis en place des systèmes et des process dans ton entreprise? Des tutos, des vidéos, des écrits pour l'onboarding client, par exemple, ou pour d'autres choses? Alors, le onboarding, tout est sur une plateforme qui s'appelle System.io, qui est une plateforme française, tu dois connaître certainement, qui sont top. C'est niveau qualité-prix, c'est top. Et en fait, si tu veux, ils onboardent. Donc, quand nous, on les a en appel pour les closer, on s'assure avec eux que tout est bon, qu'ils ont bien onboardé. Puis après, il y a des tutos d'intro. Et après, en fait, vraiment, le processus, je l'ai vraiment fait limite militaire, tu sais, pour pas que les cerveaux qui vont dans tous les sens se perdent. Donc, j'ai vraiment fait des fiches de route, des fiches d'introduction où à chaque fois que tu regardes une vidéo, ça se barre, ça se. Enfin, voilà. C'est vraiment progressif. Puis j'ai mis en place aussi une coach de proximité qui va leur permettre ben, d'assurer le succès de leur suivi. Donc s'il y a le moins de soucis, il y a toujours ça. Puis il y a aussi un groupe VIP, un groupe privé. Enfin bon, tout ça fait que en général, j'ai fait mes stats, j'ai 90% de réussite à mon processus. Très Et bien. c'est beau comme stat. C'est beau. Ah ouais, Et voilà. carrément. Donc, on a 90% de réussite. Les gens sont heureux. Il y a qu'à voir sur Google les comptes rendus. Je crois qu'il y a plus de 70 avis. Ils sont tous très positifs. Et, euh, et voilà. Par contre, c'est du travail derrière, c'est de la logistique. Mais je l'ai automatisé le onboarding, si tu veux, parce que répéter sans cesse la même chose, c'est pénible. Donc, j'ai carrément fait des tutos pour les onboarder plus facilement. Tout Les sur gens, ils ont System.io. Tu as tout et tu as tout sur hébergé System.io. En fait, System.io, j'ai mis, tu sais, parce qu'avant, j'avais fait des tutos d'intro, personne ne le regardait. Tu sais, un peu comme quand tu commences un jeu vidéo et que tu veux pas voir la notice. Et ça m'énervait. Je disais, mais putain, ils te posaient des questions qui étaient dans le tuto. Ouais. Donc, du coup, j'ai mis en gros, c'est en titre, à regarder absolument avant de commencer son programme pour bien le réussir. Et là, tout le monde le regarde. C'est le challenge de si tu veux réussir, regarde. Et donc, non, ça va, c'est assez carré. Donc, tout le monde le regarde. J'ai même créé, tu sais, suivant quand on fait des petites promos, j'ai créé un calendrier que j'ai créé moi-même qui s'appelle la méthode décor, un calendrier sur 6 mois pour que vraiment ils suivent le programme. Donc, c'est des petites goodies que je leur offre et que je leur envoie chez eux quand ils viennent sur des promos spéciales, quand ils viennent au programme, ils sont contents d'avoir, tu sais, des goodies, des trucs qui ressemblent à ça. Tu vois, des to-do list, des trucs, c'est qualité, quoi. Tu vois, tu leur envoies des petits cadeaux, ils remplissent leurs trucs. Bon, voilà. Donc, je pense que le onboarding, j'ai jamais eu trop de problèmes sur ça. Sauf ceux D'accord. qui ne comprennent rien. Mais bon, après, tu as toujours une part de gens qui ne comprennent rien à l'informatique et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment suivre pour les aider. Mais c'est OK. On est là pour ça. Et d'autres process, par exemple, pour tout ce qui est, je sais pas moi, l'onboarding, ça peut être aussi ton système de gestion de l'information. Tu m'as parlé de Drive tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu Alors, as un système de nomenclature pour classer tes documents pour que ton équipe puisse retrouver facilement les informations? alors, quand nous, on fait des coachings, tout est sur le Drive avec les comptes rendus et on enregistre les coachings pour, si on a besoin de les re-regarder, on les met sur aussi un dossier commun pour voir les coachings en vidéo. Bien sûr, dossier commun qui n'est qu'à nous. Il n'y a personne d'autre qui le verra, c'est privé, c'est confidentiel.
Une fois que les gens partent, je sors les gens du drive et moi je les mets sur mon OneDrive hyper sécurisé, tu sais, avec tous les comptes rendus. S'ils reviennent, parce que j'ai des extensions à mon programme, hein, j'ai créé la faculté du dev perso, tu vois. Une fois qu'ils ont fini le programme, ils peuvent revenir sur un autre programme qui est une extension, qui s'appelle Décor Plus. Mon programme s'appelle la méthode Décor. Si vraiment il y a un tas de poussière encore qui n'a pas été résolu, donc ça c'est à eux de voir. Et c'est vraiment pour aller plus loin, pour taper encore plus fort dedans. Et donc, dans ces cas-là, ben, je reprends tout ce que j'ai mis de côté. En fait, vraiment, c'est compte rendu. C'est très infirmier, notre façon de faire. C'est, on fait des relèves, il y a le compte rendu, mais ça, elles sont pas dépaysées, les filles, parce que c'est des anciennes infirmières. Et du coup, si tu veux, on fonctionne comme ça. C'est quoi ces victoires? C'est quoi ces défaites? Qu'est-ce qu'il a mis en place, pas mis en place? Nous, on fait une fois une réunion d'équipe, coaching pour voir, ben, qui avance pas. On a des appels flash si vraiment les personnes sont larguées, ce qui est rare, mais pour les remettre. Et non, non, c'est tout par ouais, compte rendu. C'est vraiment une relève. Tu vois, la relève Ouais, infirmière. ouais, Je je sais pas si vois. ça te dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a eu le patient cette nuit? Eh ben, écoute, je lui ai fait une perfusion de machin, là, il a bien pris. C'est pareil, on fait des relèves détaillées. On sait ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de s'appeler tous les soirs. On se fait des notes pour plus tard, etc. Et le suivi est quand même optimisé grâce à ça, en fait. Trop bien, trop bien. Et comment tu communiques justement avec tes équipes? Est-ce que tu utilises WhatsApp, Alors, Slack? le matin, il y a WhatsApp. On a un groupe WhatsApp où on se fait nos BOD, les Beginning of the Day. Les BOD, c'est Hey, salut! Donc, on se met en énergie. Aujourd'hui, moi, je vise tant de bookings. Tu vois, le setter, il va dire ce qu'il vise. Moi, je dirais, ah, bah, aujourd'hui, j'ai trucs et trucs qui vont venir me voir pour une interview, par exemple. Ou, voilà, on donne ces Beginning of the Day. Et après, les EOD, les End of the Day, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, ce que j'ai fait, comment j'ai été performant, ça c'est par département. Les setters vont en référer à leur manager, les closers vont en référer à leur manager. Et puis moi, c'est une fois par semaine, quand j'ai rendez-vous avec mes managers, je vois qu'est-ce qui s'est passé et sur quoi on doit porter notre focus s'il y a des zones de lenteur ou des zones de baisse, si c'est un nuage qui passe ou une licorne. Une licorne, c'est quand il y a des zones d'hypercroissance. Donc voilà, c'est nuage ou licorne, j'aime bien cette expression, Ouais. c'était des Canadiens qui m'avaient appris ça. Donc ça, et après on a un chat Messenger ou dans la journée, si on close, on dit ouh, j'ai closé, beau profil, on fait les retours clients parce que c'est si on a des clients qui vont te dire merci, on fait des captures d'écran, on le partage sur le chat Messenger parce que ça sert la mission et c'est important que toute l'équipe sache que c'est pas que exécuter des tâches ou faire sa partie, c'est épouser une mission. Et ça, c'est vraiment important de partager Par bah, les l'impact, ouais. Ouais, voilà. Exactement. T'es Chacun pas. contribue, ouais. Ouais, exactement. C'est la contribution, la mission, épouser la mission. Ah bah tiens, il s'est passé ça. Et tu vois, il y a le setter qui va dire, ah putain, je l'avais seté il y a 6 mois, je suis trop contente. Et voilà, ça permet de nourrir euh, la vision et le pourquoi on se lève le matin. Trop bien. Et est-ce que du coup, bah, tout à l'heure, tu parlais que tu suivais, tu faisais tes maths tous les 15 jours. Donc, c'est les fameux KPI, finalement, les indicateurs clés de performance. Est-ce que tu peux nous dire bah, quels sont les indicateurs que toi, vraiment, tu suis euh, tous les Alors, 15 en plus, jours? ça me fait rire parce que les maths, j'ai toujours détesté les maths. Tu sais, j'étais forte dans tout à l'école, mais les maths, c'était ma bête noire. Et quand j'ai eu cette formation, là, à la base, c'était des Canadiens qui m'avaient formé, m'ont dit, faut faire les maths chaque semaine. Je vois, putain, c'est bon. L'entreprise, elle est foutue. Moi, maths, déjà, je convulse sur la comptabilité. Non, en fait, les maths, c'est que des marqueurs. C'est en vraiment 1 + 1 = 2. En gros, je pose des actions là, je vois les résultats que ces actions ont en pourcentage avec ben, un seuil de pourcentage. En gros, tu as les départements setting, closing, publicité, marketing. Donc, setting, closing, marketing. Les maths en coaching, il n'y en a pas besoin. Le coaching, tu vois le retour client, le degré de satisfaction. Je fais juste mes statistiques. Donc, les statistiques, c'est à la fin du coaching, comme on avait établi un objectif. Je dis au client, lis-moi l'objectif qu'on avait établi il y a 4 mois. Il le lit. Est-ce que tu estimes qu'il est atteint? Oui. Ah, ben ça rentre dans les statistiques plus. Non. Ah, ben ça rentre dans les statistiques moins. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très terre à terre, mais au moins ça fonctionne. Donc, on sait que ben, 90% ont atteint leur objectif grâce au processus. Ça, c'est pour le côté coaching. Pour le côté setting, c'est on regarde combien de messages on envoie par jour, combien de taux d'ouverture. Sur le taux d'ouverture, combien de bookings. Sur les bookings, combien sont qualifiés. Sur les qualifications, combien sont closés. On met des standards. Par exemple, le closer, je lui dis, peu importe qui tu as en booking, je veux que tu en qualifies 70%. Parce qu'on sait qu'après, il y aura 30%, 40% de closing, 50, 60 dans les bons mois.
Et voilà, en fait, c'est que du, OK, si j'ai ça, ben, par exemple, si j'ai un taux d'ouverture à 40%, j'envoie 1000 messages. Sur 1000 messages, j'ai 400 qui ouvrent. Donc, 40, c'est ça, hein. Je suis vraiment nulle en maths. Sur 100 messages, j'ai 40 qui ouvrent. Oui, donc, sur 1000, j'ai 400 qui ouvrent. C'est un taux d'ouverture à 40%. Sur ces 400, ben, j'en ai 20% qui bookent. Et en fait, au fur et à mesure, je vois et je peux prédire le mois d'après combien il faut envoyer de messages. Ah bah tiens, avec 1000 messages, on a fait, je sais pas moi, 17 ventes. Ben, on va en envoyer 1500 ce mois-ci. Et du coup, tu vois, en fait, c'est que des maths, c'est de la proportion et c'est des statistiques. C'est pas, par contre, c'est pas une science exacte. C'est ça. C'est, c'est général. Et en ce qui concerne la pub, on m'a toujours dit, tant que ça te revient à moins de 3,50 par prospect, c'est bon. Donc, en fait, tous les 15 jours, je regarde la croissance du groupe. Je regarde combien je mets dans la pub, je fais la division entre le nombre de gens qui rentrent dans le groupe et le nombre d'argent que j'ai mis dans la pub. Et je Mhm. vois le nombre que ça me coûte, enfin, le nombre d'argent que j'ai mis dans la pub, je le divise par le nombre de gens qui sont rentrés dans le groupe et je vois combien ça me coûte en fait. Ouais. Le Et fameux une coût, fois, hein? c'est le fameux coût par acquisition. Exactement. Si je vois qu'il dépasse un certain seuil, ben, tu mets la pub en pause et tu la changes parce que ça veut dire que ça y est, il y a une lassitude des gens. Ah bon, au bout d'un moment, ça tourne dans les mêmes centres d'intérêt, hein. C'est l'algorithme Facebook, tu sais, et voilà. Au C'est bout d'un ça. moment, il y a une lassitude. Après, ce qui est bien, nous, on a eu quand même une grosse victoire cette année, enfin l'année dernière, c'est qu'on a dépassé l'océan. C'est-à-dire que maintenant, j'ai de plus en plus de clients canadiens. Oh! Et ça, c'est une grosse victoire pour C'est nous. C'est une autre logistique. grâce à la pub? Ouais. Grâce à D'accord. la pub, en fait, comme moi, j'adore les Canadiens. Je sais pas, j'ai une passion pour ces gens-là et leur accent, je le trouve, enfin, j'adore leur vision, leur. J'ai dit, on va faire de la pub et j'ai en fait visé le Canada. Donc, j'ai créé une pub qui vise que le Canada et grâce à ça, j'ai commencé à avoir des clients canadiens. Euh, de plus en plus. Après, pour les clients canadiens, j'adapte selon leur possibilité de paiement, j'adapte parce que le Canada est beaucoup moins fort que l'euro. Tu sais, le dollar canadien est moins fort, donc je peux faire des fleurs, etc. Parce que, voilà, je me dis, c'est un continent que j'adore et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes capacités que nous en Europe niveau euro. Donc, voilà. Mais le fait de bosser avec des Canadiens, je trouve que c'est une vision. En fait, la culture nord-américaine n'a rien à voir avec la culture européenne, encore moins la culture française. Et du coup, ça permet vraiment de booster et d'apporter une autre vision à l'accompagnement de coaching, parce que quand on est en collectif, bah, tu voyages. Tu vois, j'ai des Suisses, j'ai des Canadiens, j'ai des Belges, j'ai des Français, et j'ai même un Luxembourgeois. Donc, tu vois, c'est cool d'avoir ce côté, ouais, ce côté multination qui vient nourrir le coaching, en fait. Trop Avec bien. les accents. Avec les accents, parce que ça, Avec ça, c'est les marrant. accents. J'adore. Ok. Pour changer de sujet, est-ce que tu peux nous partager une semaine type pour toi? À quoi ça ressemble? Même si on est d'accord que toutes les semaines, selon les entrepreneurs, ne se ressemblent pas. Alors, les trucs fixes dans les semaines types, c'est les rendez-vous équipe et manager. Donc, par exemple, nous, le lundi à 13h30, j'ai rendez-vous avec mon head of sales. À 14h, j'ai rendez-vous avec l'équipe. Le rendez-vous, la réunion d'équipe dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Ça dépend ce qu'on a à dire, tu sais. Le mardi, coaching collectif à 18h et à 14h, j'ai rendez-vous avec ma créatrice de contenu. Mercredi, j'ai pas de rendez-vous, c'est des rendez-vous coaching. Après, entre-temps, bien sûr, j'ai des rendez-vous coaching avec les clients, hein, les one-to-one. Mais je vais bientôt sortir de l'opérationnel. Moi, mon idée, c'est de faire que du collectif et de mettre les coachs au devant sur le one-to-one. Et Ouais. puis en ce moment, comme on vient de recruter un closer, je prends encore du closing. Donc ça, c'est dans les. Ah, d'accord, tu continues toi aussi à faire du closing. Ok. Ah oui, oui, bah, le closer, là, il est arrivé il y a une semaine, hein. L'autre, elle était partie en novembre, donc du coup, j'ai dû reprendre le closing. T'as Donc, un seul closer pour l'instant. pour le moment, ouais. Pour le moment, ouais, je voudrais que ce closer arrive à closer à temps plein. C'est dur d'avoir des closers qui restent. J'en avais une qui était restée 6 mois et je pense qu'elle a été débauchée, sincèrement, parce que on avait un meeting d'entreprise où je leur ai offert un séminaire et elle m'a dit, ouais, ma vision, enfin, elle voit sa vision à long terme dans l'industrie. Puis un mois après, elle me dit, non, bah, finalement, je m'en vais. Donc, je me pense qu'elle a été débauchée. Et tu sais, hein, tu le sais, Aurélia, que c'est un milieu de requin. Donc, voilà, c'est comme ça.
Mais comme il dit, j'aime beaucoup la vision de Jérémy Coleman. Il dit de toute façon, quand vous avez décidé d'être chef d'entreprise, vous êtes résolveur de problèmes. Problem solver. Voilà, problem solver, ça c'est plus joli en anglais. Et donc, quand vous avez fini un problème, il va s'en passer un autre. Ben, c'est exactement ça. Donc voilà. Le tout, c'est de prendre au jour le jour. Après le jeudi, j'ai réunion coaching à 14 heures avec mes coachs. Et j'ai aussi une réunion avec mon head of setter, je sais pas comment on dit, manager des setters, le mardi. Voilà, moi je travaille un week-end sur deux, je prends des coachings le samedi matin parce que j'ai pas mon fils un week-end sur deux, donc j'ouvre ce créneau-là. Et en général, ça finit à 19 heures. Je veux pas travailler au-delà de 19 heures parce que pour profiter de ma famille aussi, c'est très très dur de harmoniser vie pro, vie perso, notamment quand tu lances ton entreprise, quand tu es le chef d'entreprise. Je suis consciente que c'est moi qui fais le plus d'heures, mais voilà, c'est le plus dur, c'est ça. Tu estimes faire combien d'heures par journée en moyenne? Alors attends, on va calculer. Je commence à 9 heures et je finis à 18 heures. Et je m'arrête une demi-heure pour manger. Donc, Ah oui, c'est assez intense. 9 heures, ouais, ben, c'est le début. C'est le début, hein, 4 ans, on peut croire que c'est long, mais c'est le début, on le sait que c'est le début. Donc c'est comme ça, 9 heures, 18 heures et le samedi matin, 9h30, 12h30. D'accord. Ok. Voilà. Ben écoute, on arrive presque à la fin de cet épisode. Je vais te laisser le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Alors, euh, premièrement, prendre un accompagnement et ne pas le faire seul parce que vous allez vous épuiser et donc vous allez au fur et à mesure baisser en énergie, retourner dans le salariat. C'est la facilité. Donc, prenez un accompagnement, même si vous dites, ah, j'ai pas le budget. Oui, un accompagnement en marketing, ça coûte minimum 8 000 euros. Oui, il faut le budget, mais vous voyez que moi, j'avais, à l'époque, je vais te le dire, je vais te donner un exemple. Quand j'ai investi dans l'accompagnement des Canadiens, je crois que j'ai investi 6 000 euros, ça m'a rapporté 22 000 euros en 2 mois et demi. Ouais, Voilà. Donc, quand vous faites ça, faites-le et arrêtez de dire, ah, c'est cher. J'ai vu des mecs, ça fait 3 ans qu'ils essaient de s'en sortir, ils n'ont jamais pris d'accompagnement. Ah, c'est cher. Ben, retourne dans le salariat parce que tu t'en sortiras pas sans accompagnement. ouais, Donc voilà, il y a des mecs qui sont des génies du marketing. Allez-y, qu'ils soient jeunes ou pas, s'ils sont là où ils en sont, c'est pas pour rien. Deuxième chose, persévérance et organisation. Tu peux pas te dire, ça y est, je suis entrepreneur, je vais prendre 3 jours de congé par semaine, pas au début. Après, oui, quand tu auras délégué. Donc, première chose, persévérance, routine de vie, toujours faire la même chose tous les jours, 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 tous les jours. Après, ça paiera. Et une fois que tu verras que tu fais toujours la même chose, tu deviendras génial dans ce que tu fais. Tu pourras déléguer la partie la plus simple à quelqu'un en lui expliquant comment tu fais. Et ensuite à une deuxième personne. Et ensuite à une troisième personne. Et ensuite à une quatrième personne, sachant que tu sais tout faire. Si une de ces personnes s'en va, tu pourras la remplacer. C'est juste ça qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tu saches tout faire avant de déléguer. exactement. Ça, c'est important. C'est le plus important. Tu ne peux pas déléguer un truc sans savoir le faire. Oui, parce C'est, que c'est, tu peux c'est- très vite être déçu après de la personne, alors que c'est pas la personne en soi qui fait mal les choses, c'est parce que toi, tu maîtrises pas déjà ce qu'elle fait. Ou la personne peut se Tu casser as des parce qu'on attentes. travaille. Mm. On travaille qu'avec des entrepreneurs, donc c'est le Ah, côté positif, c'est que t'as pas l'URSSAF qui te ruine. Le côté négatif, c'est que ils peuvent se casser quand ils veulent. Donc si toi tu sais pas faire, là tu te tires une balle dans le pied. Donc il faut savoir closer, il faut savoir setter, il faut savoir. Là j'entendais, tu vois, en réunion, ouais, moi je close pas, je vais de suite avoir un closer. Non, faut que tu apprennes à closer. Faut vraiment que tu apprennes à closer avant de délivrer un closer. Déjà parce que tu es la figure d'autorité et que les gens vont te suivre toi. Et ensuite, tu délivres un closer parce que tu auras plus d'aplomb pour dire, bon, écoute, maintenant, j'ai plus le temps. Mais voilà. Donc, c'est persévérance, routine et deadline. Moi, je m'étais mis une deadline, Aurélia, je m'étais dit, voilà, j'étais allée voir les statistiques des entrepreneurs. Une entreprise française, elle met à peu près 2 ans pour tourner seule. Donc, j'avais dit à mon mari, à partir de mars, donc, allez, 2019, je l'avais pas compté, hein. J'avais dit en mars 2022, si mon entreprise ne tourne pas toute seule et me rapporte pas d'argent, je retourne à l'hôpital. Mars 2022, elle tournait déjà seule. En fait, j'ai vintuplé mon chiffre d'affaires en 4 ans, fois 20. ouais. Donc, c'est pas énorme non plus. Enfin, c'est pas énorme. C'est beau. Mais après, moi, je suis toujours une éternelle insatisfaite, hein. J'ai toujours me dire, mais je pourrais tellement faire plus. En fait, je me dis, voilà, j'ai mon rythme de croisière, ça marche, ça tourne, je peux payer les gens à la fin du mois. Je suis bien conseillée, je m'entoure de gens qui sont humbles et performants, c'est important. Et le mot de la fin, ça serait reste humble parce que c'est l'humilité qui te permettra d'apprendre et d'avancer et pas l'inverse. Trop bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Delphine, pour tout ce partage, pour toute cette valeur que tu nous as partagée.
Et pour les gens qui veulent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen? D'aller sur le groupe Existons sans réserve qui est sur Facebook. Ou sinon, D'accord. @Coaching sur Instagram. Ok, ça marche. Ben, on mettra de toute façon les liens en dessous en dessous de la vidéo quand cet épisode sera partagé. Ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange, Delphine, et je te dis à très vite. Merci beaucoup.